Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Très content de vous accueillir avec toujours de beaux rendez-vous pour ce qui est de rencontrer des acteurs importants qui justement font de cette belle ville Laval une ville dynamique, florissante. Et puis, on est à quelques heures officiellement, parce qu'on s'y prépare quand même depuis quelques semaines, de la fête de l'amour le 14 février prochain. Puis, nonobstant, bon, le fait peut-être que certains y voient une fête commerciale, ben c'est quand même l'occasion de célébrer l'amour. Et surtout avec les événements déplorables récents de Québec, je pense qu'il faut doublement prendre le temps de s'arrêter, de faire preuve d'humanité et de se dire tout simplement des mots qui sont peut-être pour vous durs à dire, mais qui prennent tout leur sens avec les événements des semaines dernières. Alors, prenez du temps de qualité. Évidemment, on dit aux gens qui nous entourent qu'on les aime. Et puis, on vous souhaite une très belle fête de l'amour, très belle fête de la Saint-Valentin. Et puis, sans plus tarder, bien sûr, c'est ce segment nouvelle qui retient notre attention. Crime organisé, les forces de l'ordre qui frappent à nouveau 24 heures plus tard. C'est 24 heures après l'opération qui a mené à l'arrestation de 7 individus, dont un influent membre de la mafia montréalaise. Les policiers qui ont de nouveau frappé jeudi le 2 février à Laval. Il s'agissait de la deuxième phase du projet Estacade qui visait le démantèlement d'une organisation criminelle qui était devenue très active à Laval et à Montréal au niveau de l'importation et du trafic de cocaïne. 4 suspects ont été épinglés en sol lavallois, ce qui porte le compte à 11 individus arrêtés dans le cadre de cette importante enquête. Et voici donc les noms mentionnés. Shadi Melki, 42 ans, Charles Chouchani, 60 ans, Ohanes Yegoyan, 29 ans, et Marc Chirine, 42 ans, qui donc devaient comparaître jeudi après-midi au Palais de justice de Montréal sous des accusations liées au trafic de stupéfiants. Un homme est toujours recherché en lien avec cette enquête, soit Luis Manuel Lopez, 57 ans, de Montréal. Selon les autorités, Lopez pourrait actuellement se trouver à l'extérieur du pays. 2 procès qui, d'ailleurs, sont concernés en quelques mois pour Tony Accurso, l'homme d'affaires Tony Accurso, qui passera une bonne partie de l'automne et de l'hiver prochain devant les tribunaux, alors qu'il subira 2 procès en quelques mois à peine. Accusé en lien avec un scandale de fraude et de corruption à Mascouche, dans la Naudière, Accurso subira son procès dès le 8 janvier au Palais de justice de Joliette, mais le 8 janvier 2018. Et au total, 6 semaines ont été réservées pour entendre cette cause qui se déroulera devant juge et jury. Tony Accurso a été arrêté par l'UPAC en 2012 dans le cadre de l'opération Gravier. 4 accusés dans le même dossier ont plaidé coupables le 13 janvier dernier après avoir conclu une entente avec la Couronne, mais Accurso avait plutôt décidé de faire cavalier seul, désirant d'ailleurs être jugé par ses pairs plutôt que devant un juge seul. L'homme d'affaires devra par ailleurs subir un autre procès à l'automne 2017, et cette fois, c'est au Palais de justice de Laval, après s'être fait passer les menottes lors de l'opération honoraire menée par l'UPAC le 9 mai 2013. 6 mineurs accusés après l'agression d'un ado. Explication maintenant, c'est que 6 mineurs ont été arrêtés par le service de police de Laval en lien avec l'agression d'un adolescent la semaine dernière. Ils ont comparu devant la Chambre de la jeunesse vendredi et font face à des accusations de voies de fait. 3 jeunes ont été libérés, mais doivent respecter de sévères conditions. Les adolescents fréquentent tous l'école Saint-Maxime dans le secteur Chemédé à Laval. Et bien sûr, il a été établi qu'ils ont participé à une autre agression survenue le 3 janvier dernier, donc en début d'année. Alors, on suivra ce dossier de très, très près. Solide collision qui est arrivée récemment à Laval. Ces 2 véhicules qui sont entrés sévèrement en collision tôt dans la matinée du 2 février à l'angle est du boulevard Laval et du chemin du Trait-Carré. L'accident a occasionné de sérieux dégâts, principalement à l'avant d'une automobile Eco qui a percuté l'aile d'un petit véhicule d'utilité sport Kia Sportage. S'est engagé trop en avant sur Trait-Carré pour emprunter Laval vers le nord. Le premier appel au 911 a été d'ailleurs logé à 8h39 pour la demande d'une remorqueuse sur place. Des patrouilleurs ont commencé à détourner la circulation vers la rue Jolivet pour reconnecter plus au nord avec le boulevard Laval. Un passant avait également alerté le centre d'appel et quelques minutes plus tard, les services d'urgence santé ont été réclamés sur les lieux. Le jeune conducteur de la voiture Eco éprouvant des douleurs au thorax. Il a été transporté en centre hospitalier par prévention en raison de la vélocité et la force aussi de l'impact. L'autre conducteur impliqué, c'est un homme de 35 ans, s'en est sorti indemne pour sa part.
Autre dossier, prévention des risques liés à la radicalisation. Laval et ses partenaires qui agissent, comité donc sur la radicalisation menant à la violence de Laval, qui s'est réuni dernièrement le 30 janvier afin d'évaluer la situation et aussi d'agir en mode prévention en lien avec les événements survenus à Québec. Dans cette optique, tous les partenaires lavallois tels que la Ville de Laval et le service de police, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, la Commission scolaire de Laval, la commission scolaire Cille Wilfrid Laurier, le Collège Montmorency et le directeur des poursuites criminelles et pénales déploient leur stratégie dans leur milieu spécifique d'intervention. Rappelons que le service de police de Laval a entrepris des mesures d'intervention pour assurer la sécurité des citoyens en augmentant la présence policière aux abords des mosquées du territoire. D'ailleurs, le maire de Laval ainsi que le directeur de police ont rencontré le 30 janvier les représentants de la communauté musulmane afin de leur expliquer tous les moyens mis en œuvre sur le plan de la sécurité. Puis d'autres rencontres, d'ailleurs, sont prévues afin de maintenir un lien avec la communauté. Et parmi les actions déployées, notons le soutien aux intervenants psychosociaux afin qu'ils puissent répondre aux demandes de la population et de participer à l'évaluation de situations délicates qui exigent une expertise particulière. Ces derniers seront aussi mieux habilités à reconnaître les signaux de radicalisation et savoir quels moyens adapter à l'égard de comportements radicaux prônant la violence. Les intervenants psychosociaux qui, d'ailleurs, œuvrent au service de consultation téléphonique infosociale, c'est accessible par l'entremise de la ligne 811, sont donc en mesure d'adresser maintenant les inquiétudes des familles et de les référer vers des ressources qui sont plus adéquates. L'une des priorités du secteur de l'éducation est assurément de permettre aux élèves de développer leur plein potentiel et de vivre leurs apprentissages dans des milieux sains et sécuritaires. Et c'est pourquoi des ressources sont mises à leur disposition de manière à les soutenir et à répondre à leurs préoccupations. Et par ailleurs, les membres du personnel des établissements scolaires représentent des acteurs de première ligne dans la réalisation de cette mission et divers outils visent à faciliter leur intervention en ce sens. La collaboration entre les différents acteurs impliqués est essentielle pour mener à bien cette initiative et c'est dans cet esprit que les partenaires lavallois finalement ont développé une approche préventive et c'est certainement une concertation des actions. Bientôt, la saison des impôts. L'aspect financier, c'est, je vous dirais, pas très connu de façon concrète de la plupart d'entre nous. J'en fais partie. C'est pour ça que j'ai recours à des gens qui sont bien spécialisés, qui sont d'ailleurs bien nantis pour me guider à travers le domaine financier. Et pour nous y retrouver justement en cette pleine saison des REER pour contribuer à toutes sortes aussi de fonds, j'ai en ma compagnie une conseillère en sécurité financière, Mme Monica Choukassi. Oui. Hey, je l'ai bien dit. Oui, je l'ai bien dit. Merci d'être avec nous. Oui, merci Alexandre. Il y a les planificateurs financiers. Oui. Il y a vous êtes conseillère en sécurité financière. Expliquez-nous votre rôle concret lorsque les clients s'amènent à vous. C'est quoi votre rôle pour guider les gens? Bien, Alexandre, le rôle premier d'un conseiller en sécurité financière, c'est vraiment de mettre les gens sur des pistes de réflexion par rapport à leur situation financière, leur faire réaliser qu'il peut y avoir différentes problématiques sur leur route et de pouvoir trouver des solutions tout de suite et maintenant pour ne pas commettre des erreurs plus tard ou pour justement avoir des solutions qui vont leur donner vraiment le sourire là, pour le reste de leur vie. Pour des années. Puis la retraite, oui, des fois, qui est très, très longue, on va en aborder un petit peu tantôt. Oui. Mais est-ce que je me trompe si j'avance ceci en disant que les Québécois, on est comme un peu des illettrés sur le plan financier? Est-ce que est-ce que c'est faible comme mot ou c'est vraiment bon? Je pense qu'il y a beaucoup de pensées magiques. Il n'y a pas non plus de formation à l'école, il n'y a pas de cours qui aident les gens. Les jeunes aussi, à les préparer. Oui, les jeunes, mais même les personnes qui sont plus matures n'ont pas le sentiment à ce moment-là de préparer l'avenir. Alors, et même, donc, le présent, on se sent invincible et le futur, c'est tellement loin, c'est tellement utopique qu'à ce moment-là, ça ne semble pas vraiment important. Surtout que je pense que ça a pris plus de sens durant les dernières décennies, près de 2017 et en 2017. Je m'avance en ce sens que, à l'époque de mon grand-père, lui, il travaille toute sa vie, il pile l'argent toute sa vie et par la suite, il se paye donc des choses. Maintenant, on dépense énormément, on se crée des besoins énormément au quotidien. Alors, est-ce que ça aussi, ça nous empêche peut-être d'anticiper le futur et de justement se mettre un bas de laine de côté?
On se crée beaucoup de besoins dans le présent. On veut vivre dans le présent, mais on oublie que, dans le fond, on va avoir des grandes vacances à planifier. Des grandes vacances qui vont durer au moins facilement 25 ans, parce que l'espérance de vie, c'est à peu près à 90 ans. On a beaucoup de nouveaux médicaments, de solutions pour maintenir les gens en vie et en pleine vie. Alors, quand on arrête de travailler, ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le début d'une nouvelle vie. Oui, il reste le tiers de la vie à planifier. Et il faut le faire, évidemment, en ayant le goût de réaliser des projets parce qu'on a le temps et on a encore la santé pour le faire. Mais avant de, justement, approfondir tout ça, je veux aussi qu'on parle un peu des REER. Ce que c'est un REER? Tu sais, dans REER, c'est pas compliqué. C'est reporter l'impôt. Alors, exemple, Alexandre, si vous faites un revenu de 50 000 et qu'à chaque année, vous avez droit à 18 de ce montant-là que vous pouvez retirer de l'impôt. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 50 000 déclarés, c'est comme si vous déclariez 18 de moins. Donc, si c'est 50, on parle de 9 000 de moins. Donc, le gouvernement va vous redonner le montant qu'il a déjà perçu. Et ce montant-là, bien, vous pouvez le placer à ce moment-là, à l'abri de l'impôt, jusqu'au moment où vous allez revenir le chercher. Mais pendant ce temps-là, bien, il va travailler pour vous. OK. Donc, il peut fluctuer. Exactement. Et aussi surprenant que ça, si vous avez, exemple, 30 ans, on va prendre une personne. C'est le cas. C'est le cas. Bien, merveilleux. Alors, à ce moment-là, imaginez que vous pourriez mettre, je ne sais pas moi, un 50 par semaine. Donc, un 7 par jour. Hein? Un café Starbucks, c'est déjà 5 L'indice Big Mac qui est un autre. Exactement. Aussi, donc, c'est quand même un choix là, que de chaque jour, vous allez mettre de côté un petit montant. Oui. Et si ce montant-là travaille pendant 35 ans, vous allez accumuler... Attendez-moi regardez vos chiffres, c'est bien correct. Oui, je vais vous le dire. C'est beaucoup de chiffres à retenir. Donc, vous allez accumuler un montant d'à peu près 372 000 $. C'est quand même un bon pécule. Mais ce qui est surprenant dans tout ça, Alexandre, c'est que de votre poche, vous aurez seulement mis environ 91 000. Mais il y a 281 000 qui vont avoir été générés pendant que vous dormiez. C'est quand même intéressant, mais ça, c'est de mettre ça dans des fonds. Tu sais, on parle souvent de faire appel justement à des planificateurs ou à des gens comme vous. Est-ce que c'est de les mettre dans des fonds, à la bourse aussi pour augmenter? Parce qu'il y a tellement d'histoires de gens qui se sont fait flouer. Donc, les gens ont un petit peu, des fois, une espèce de recul par rapport à ça aussi. Mais en 2017, premièrement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Alors, vous avez l'Autorité des marchés financiers qui est vraiment comme une police qui surveille tout ça. D'ailleurs, au départ, vous devez avoir un profil et ce profil-là, c'est des points qui évaluent votre capacité au risque, le temps pendant lequel vous allez disposer de l'argent, parce que peu importe le placement que vous allez faire, ce qui est important, c'est de savoir votre capacité au risque, à tolérer le risque et le temps. Alors, si moindrement, vous avez 35 ans, ce qu'on sait, c'est que peu importe le placement que vous faites, on sait que dans le temps, même s'il y a des fluctuations, ça finit toujours par augmenter. Si vous aviez mis 100 en 1950, aujourd'hui, vous auriez 545 malgré tous les crashs qu'il y a eu. C'est ça, avec l'inflation. Exactement. Vous auriez un montant d'argent respectable. Donc, si vous avez à placer de l'argent pendant longtemps, bien, à ce moment-là, vous pouvez avoir un petit niveau de risque un petit peu plus élevé que si vous le laissez travailler pendant un an seulement. Donc on peut quand même se fier... il y a des ressources aussi qui sont là. Oui. Puis le CELI également, peut-être préciser aux gens ce que c'est le CELI, parce que c'est depuis quelques années que les gens peuvent contribuer Alors, à ce le fonds-là. CELI, dans le fond, c'est de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Alors, vous avez un maximum par année. Ça existe depuis à peu près une dizaine d'années. Hein? Oui, c'est le gouvernement exactement. Harper qui avait instauré ça, je crois. Un petit peu avant, mais à ce moment-là, le montant il y a quand même un montant maximum par année. Est-ce que c'est 5 000 toujours? À peu près 5 000. Alors, c'est sûr qu'il y a une augmentation similaire, mais vous pouvez avoir accès à ces informations-là facilement. En ligne, Exactement, très facilement. Puis à ce moment-là, vous pouvez déterminer. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'à ce moment-là, quand vous prenez une cotisation REER, naturellement, le montant que vous mettez en cotisation REER, vous récupérez à peu près le tiers de ce montant-là quand vous avez votre retour d'impôt. Alors, vous pouvez décider d'en prendre un peu pour payer peut-être des dépenses imprévues,
une réparation de toiture, une voiture qui serait peut-être due pour un changement. Mais on parle peut-être de besoin, mais plus que de folie. Alors, à ce moment-là, puis peut-être une partie de ce retour d'argent-là, vous pourriez le mettre dans votre CELI. Donc, s'il y a des intérêts qui sont générés, bien, l'impôt ne vient pas chercher. Vient pas chercher, donc on peut consommer notre argent. Non, vient pas chercher l'intérêt sur votre placement. On va se parler dans les prochaines semaines, justement, de plus en plus, mais on retient ce message-là, évidemment. Déjà commencer à penser à sa retraite, ça dure 25 ans. Et puis, facilement 25 ans déjà là, pour notre retraite. Alors, merci beaucoup de nous avoir un peu démocratisé ce domaine-là qui est tellement vaste et des fois peut être difficile à saisir et j'en fais partie pour bien des gens. Je vais commencer à rouler mes scènes noires, viande à chien, comme dirait. Bien, il n'y a pas de problème, Alexandre. Je vais vous trouver une petite place où les rouler comme il faut. Merci beaucoup. Et donc, c'était Mme Monica Choukassi, qui est conseillère en sécurité financière, qui viendra nous parler d'ailleurs de finances au cours des prochaines semaines. Bonjour tout le monde. Vous savez, on dit souvent que l'amour rend aveugle. Eh bien, c'est vrai. Mais parfois, derrière cet amour aveugle se cache un ou une manipulatrice aguerrie. Et aujourd'hui, on va tenter de vous outiller face à cette problématique qui empoisonne la vie de bien des gens. De retour dans nos studios, je vous présente Julie Fournier. Ça va bien, Julie? Oui, merci. Très contente de te revoir. Merci. La manipulation dans les relations amoureuses, c'est un concept très large. Que dirais-tu de commencer par nous décrire le type manipulateur? Je vais essayer de faire ça simple parce que c'est un peu compliqué. Okay. En fait, au niveau de la manipulation, quelqu'un qui va être manipulatrice, une personne manipulatrice, en fait, c'est quelqu'un qui va veiller à ce que ses intérêts soient absolument répondus au détriment des intérêts de l'autre personne. Mais ça, il ne faut pas que ça soit connu, en fait, de la victime, donc la personne qui est manipulée. Fait que ce que ça veut dire pour la personne qui est victime, qui est manipulée là-dedans, c'est qu'elle va adopter certains comportements parce qu'elle est contrôlée, sans s'en rendre compte nécessairement, et ça ne sera pas nécessairement des comportements qui sont désirés par cette personne-là. Donc, souvent, quelqu'un qui subit de la manipulation en prend pas conscience. Exact. C'est le but de la manipulation, en fait. Okay. C'est que la victime ne se rende pas compte qu'elle est manipulée. Ça doit être sournois, insidieux, donc caché, là, si on veut utiliser d'autres mots, là, plutôt caché. Il ne faut pas que ça soit perçu. Quels gestes les personnes manipulatrices peuvent poser, par exemple? Bien, une personne, là, c'est à nuancer parce qu'il y a des types de manipulation, des types de manipulateurs. Ça va d'une manipulation courante là, qui est comme pas nécessairement bonne, mais pas autant malsaine, là, disons-le comme ça. Quelqu'un qui va utiliser un petit peu de manipulation de temps en temps pour arriver à ses intérêts, mais pas au détriment de l'autre. Puis on a, à l'autre extrême, la personne qui est perverse, narcissique, qu'on va dire, qui utilise la manipulation à toutes les sauces, finalement, si je peux me permettre. Donc, on va nuancer les propos. Mais généralement, quelqu'un qui va être manipulatrice, ça va être une personne qui va avoir une tendance à isoler sa victime. Donc, isoler la personne qu'elle manipule parce qu'en l'isolant, c'est plus facile de la contrôler. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace à l'extérieur à la manipulation. Parce que souvent, l'extérieur, les proches de la famille vont être plus conscients des gestes, vont dire « Wow, il me semble, là, ils te contrôlent beaucoup. » C'est ça. Ils peuvent faire ouvrir les yeux, finalement, à la personne, là, lui faire voir clair, là, finalement, dans la situation. Donc, ça peut être une menace. Quel autre geste on peut voir? Bien, c'est ça. Dans le même ordre d'idée, on peut voir que la personne manipulatrice va être jalouse, va avoir une tendance à être jalouse, à surveiller de la même manière pour surveiller les menaces potentielles et les éloigner si c'est nécessaire, là, dès que ça devient trop menaçant, finalement. C'est aussi quelqu'un qui va avoir tendance à avoir une attitude désobligeante, dégradante, humiliante envers son ou sa partenaire, parce que de cette manière-là, la personne qui manipule, elle va avoir une meilleure emprise. Elle s'attaque directement à l'estime de soi de la personne. La personne devient mélangée, ne sait plus son haut, ses limites, ses repères. Donc là, à ce moment-là, c'est encore plus facile de manipuler. C'est comme si souvent, quand on voit des cas de manipulation, la personne a tellement plus d'estime d'elle-même qu'elle pense que sans l'autre personne, elle est rien. Exactement. Puis souvent, c'est à cause de ce sentiment que la personne manipulatrice peut continuer à manipuler. C'est exactement ça. Donc là, on est dans un cercle vicieux. Comme on voit qu'il y a plusieurs tactiques, je pense que c'est important d'aujourd'hui d'informer les jeunes sur quels pourraient être les signes précurseurs qui leur indiqueraient qu'ils sont face à un être manipulateur.
c'est pas évident, hein? Comme je disais, c'est caché, donc c'est pas toujours facile de le reconnaître dès le départ. C'est sûr que moi, ce que je conseille, c'est de se questionner sur son ressenti, sur ce qu'on ressent dans la situation. Son intuition. Exactement. Et de se questionner, est-ce que je me sens de plus en plus isolée? Est-ce que j'ai l'impression de perdre mon estime de soi, de moi, en fait? Est-ce que j'ai l'impression que je connais plus mes repères? Est-ce que j'ai l'impression que je me sens souvent humiliée ou je me sens souvent coupable de certaines choses puis je comprends pas trop? Donc, c'est des questions sur notre intuition, sur notre ressenti qui vont nous donner des réponses plutôt que d'essayer d'analyser le comportement de l'autre parce qu'on risque de se perdre là-dedans, là, dans la manipulation, tout ça. Souvent, dans la manipulation, qu'est-ce qui est le plus difficile de cesser ces relations malsaines-là? C'est la présence de l'amour. Hein, ça nous empêche de voir de manière réaliste. Comment mettre un frein à la manipulation que quelqu'un exerce sur nous si on l'aime encore? Bien, tu vois, là-dessus, précision, l'amour peut-être, mais il y a beaucoup d'autres choses que l'amour qui fait que la personne reste dans la situation. Puis on pense souvent que c'est l'amour, puis on se dit, ben voyons donc. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Comme je dis, la personne, elle est de plus en plus isolée. Donc, OK, partir de la situation, mais partir, aller vers où? Vers qui? Qui va m'appuyer? Qui va m'aider? Dans ma vie. Exactement. Des fois, c'est peut-être mieux pour la personne dans la manipulation, tout ça, de rester dans la situation, mais de ne pas être seule. Souvent, c'est ce qui va arriver. C'est difficile d'aller vers l'extérieur quand il n'y a plus personne à l'extérieur pour nous accueillir. Aussi, le fait que la personne, comme on dit, elle est atteinte dans son estime d'elle-même, dans la manière de mettre ses limites. Elle n'est plus capable de mettre ses limites. Elle ne sait même plus où ses limites. Donc, de dire « ça suffit, je quitte », c'est pas évident non plus pour quelqu'un qui n'a pas d'estime d'elle-même. Et souvent, la victime va se culpabiliser beaucoup, va être honteuse. Donc, quitter, le dire à qui va m'accueillir, je suis tellement honteuse, à qui je vais en parler. Puis elle se sent coupable de ce qui se passe. Donc, quitter, mais c'est moi le problème dans la situation. C'est incroyable. C'est ce qu'elle va se dire souvent. Incroyable. C'est dommage, mais c'est la manipulation qui emmène à ça. Donc, ça, c'est une petite correction dans le sens où il faut... C'est pas juste l'amour qui nous Exactement. empêche de quitter ce type de relation-là. Exactement ça. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. Si jamais vous vous sentez contrôlé ou manipulé dans votre relation, parlez-en à vos proches et cherchez de l'aide. Aucune personne mérite d'être abusée et même si parfois c'est très difficile, comme l'a mentionné Julie, essayez de trouver la force en vous pour quitter cette relation. On se voit la semaine prochaine. Emploi étudiant. Depuis le début de février, la Ville de Laval qui recrute des étudiants de 16 ans et plus afin d'occuper différents postes en animation estivale. Et la date limite pour postuler un emploi, c'est le 24 mars. Et si tu n'as pas les qualifications requises, la Ville offre d'ailleurs certaines formations à prix très compétitif. Et une expérience, c'est payant vraiment qu'on dit. Et on doit évidemment passer l'été dehors. On occupe un emploi stimulant. On profite d'un salaire intéressant avec la possibilité de continuer à travailler à temps partiel durant l'année scolaire. On ajoute évidemment une expérience solide au CV. Et pour plus de détails sur les emplois étudiants offerts par la Ville de Laval, vous devez communiquer donc avec le bureau municipal lavallois de votre quartier ou le Centre de la nature. Compétition pour nouveaux entrepreneurs et étudiants, justement, en restant dans le même jargon des jeunes. C'est avec enthousiasme que le Service du développement économique annonce le lancement de la 19e édition du défi Ose entreprendre pour lequel la Ville de Laval agira comme responsable régional. Misant sur les forces de ses partenaires, Laval donc compte sur la précieuse collaboration du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval qui veille à l'organisation et à la promotion du volet entrepreneuriat étudiant. C'est le maire de Laval, Marc Demers, qui souligne l'importance de la relève d'affaires pour l'économie. L'entrepreneuriat est au cœur de notre vision et de nos actions. Miser sur la stratégie d'affaires est une stratégie gagnante et le défi mobilise les réseaux pédagogiques et économiques du Québec depuis 19 ans. Je suis fier que la Ville de Laval participe activement au déploiement de cette compétition d'envergure. J'invite d'ailleurs les étudiants qui ont un projet entrepreneurial ainsi que les entrepreneurs en prédémarrage et en création à s'inscrire d'ici le 14 mars 2017 pour participer à cette prestigieuse compétition. Les participants au défi courent la chance de recevoir une bourse en plus de prendre le pouls du marché et de profiter des nombreuses retombées médiatiques. Les gagnants régionaux et nationaux se partagent plus de 600 000 $ en bourse et la date limite pour le dépôt des candidatures donc est le 14 mars, on vous le rappelle, à 16 h. Les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux comme le prix Réussite Inc. sont disponibles sur le site Internet du défi Ose entreprendre.
Les jeunes membres du ML se font entendre. C'est une trentaine de Lavallois âgés entre 16 et 30 ans qui ont pris part au premier congrès d'orientation du comité jeunesse du mouvement lavallois le 29 janvier. C'était au bistrot Saint-André de l'Entraide à Pont-Viau. À 9 mois de l'échéance électorale, ils ont discuté puis adopté une série de propositions novatrices visant aussi bien les transports, les services municipaux, les institutions démocratiques, l'économie, les sports, la culture, l'agriculture, que l'environnement. C'est ce qu'a fait valoir d'ailleurs le parti. Certaines de ces résolutions pourraient bien influencer, voire se greffer au programme électoral auquel les instances de la formation politique s'affairent actuellement. Et pendant que le chef du mouvement lavallois, Marc Demers, soulignait la qualité des propositions et des débats, le président du comité jeunesse, Patrick Ramsey, saluait l'importance que le parti accorde à la relève. Âgé de 24 ans, celui qui préside aux destinées du regroupement des jeunes depuis 18 mois ne briguera donc les suffrages en novembre prochain. Titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques, Patrick Ramsey entend toutefois s'impliquer activement dans la prochaine campagne, notamment auprès de Jocelyne Frédéric Gauthier, qui sollicitera un renouvellement de mandat dans le district Hauteuil. C'est là où il habite d'ailleurs. Alors, ce sera surveillé pour les prochaines campagnes électorales. Les ambulanciers en grève générale illimitée, ça fait beaucoup réagir dans la grande région montréalaise. C'est les quelques 960 ambulanciers d'urgence santé de Montréal et Laval qui ont déclenché une grève générale illimitée dimanche le 5 février. Et quelques donc 960 ambulanciers d'urgence santé de Montréal et Laval qui ont déclenché une grève générale dimanche matin. Et dès 6 heures, des lignes de piquetage ont été érigées par ces membres du syndicat du préhospitalier affilié à la CSN. Et les travailleurs devront assurer les services essentiels, ce qui signifie que le débrayage affectera principalement les services administratifs. Ces ambulanciers sont sans contrat de travail d'ailleurs depuis près de 2 ans. Les points en litige sont notamment les salaires, la charge de travail et le régime aussi de retraite. Une chauve-souris s'est invitée chez vous. Un appel qui est lancé aux citoyens pour protéger les populations de chauves-souris pendant la période hivernale. Dans un avis publié le 2 février, le ministère régional des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laval, Laurentides, Lanaudière et Montréal demandent de ne pas chasser à l'extérieur d'une chauve-souris qui avait élu domicile au grenier, par exemple. Ce geste entraînerait presque inévitablement la mort de l'animal qui ne peut survivre à une température très froide, fait-on valoir. Si on trouve une chauve-souris, il ne faut pas la toucher, prévient le ministère, qui invite d'ailleurs les gens à communiquer au 1-877-346-6763 afin de se renseigner sur les mesures à prendre. Et dans certains cas, les chauves-souris peuvent être accueillies dans un refuge hivernal temporaire au zoo de Granby. Depuis une dizaine d'années, les populations de chauves-souris sont en déclin en raison de la propagation d'une infection fongique appelée le syndrome du museau blanc. L'observation en hiver de chauves-souris mortes ou en vol en plein jour à l'extérieur est considérée comme anormale et peut être un signe de ce syndrome. Une affection toutefois non transmissible aux humains. Et d'ailleurs, les citoyens qui seraient témoins d'un tel événement entre les mois de novembre et mai sont également priés de signaler leur observation au numéro que je vous ai donné un petit peu plus tôt. Le Québec compte 8 espèces de chauves-souris insectivores et celles-ci jouent un rôle écologique important dans les écosystèmes en se nourrissant de très grandes quantités d'insectes souvent nuisibles. Pour en connaître plus sur les chauves-souris, consultez le site www.chauve-souris.ca. L'industrie du taxi qui peut répondre à la demande. Georges Tanou, président de Coop Taxi Laval, croit fermement que la flotte de taxis peut répondre à la demande de service des gens qui fréquenteront la Place Belle. M. Tanou, qui est aussi le président du comité provincial de développement et de concertation de l'industrie du taxi, a parlé avec le bras droit du maire, de M. Demers, David Decotis, et a récemment demandé une rencontre avec le directeur général, Serge Lamontagne, afin de discuter de l'offre de service. Seulement 70 voitures travaillent la nuit, mais M. Tanou croit que les 210 véhicules pourraient être disponibles quand des événements se tiendront à la Place Belle afin de desservir la clientèle. Il promet que les chauffeurs seront présents pour les grands rendez-vous, spectacles, événements ou parties de hockey, évidemment, du Rocket de Laval. L'administration Demers a lancé de nombreux chantiers pour améliorer les services de transport collectif et actif depuis le printemps au coût de 38,8 millions de dollars. Des boulevards importants ont eu de nouveaux aménagements pour améliorer la fluidité de la circulation vers l'ouest. Un nouveau terre-plein central, d'ailleurs, sera aménagé au coin du boulevard d'Agenais, dans l'axe du boulevard Le Corbusier, direction nord.
Afin d'assurer la fluidité de la circulation entre la Centropolis, le métro Montmorency et le parc de haute technologie, des voies de circulation ont été ajoutées sur le boulevard Daniel Johnson au sud de Saint-Martin. Et le plus gros chantier, soit celui sur le boulevard Le Corbusier, permettra d'aménager des voies réservées qui se trouveront au centre de la chaussée, entre les boulevards Saint-Martin et du Souvenir. Ces travaux permettront à la Société de transport de Laval, la STL, de réduire le temps de parcours de ces autobus et vont assurer aussi de facto au taxi une meilleure fluidité. Évidemment, M. Tanou aimerait bien que la Ville puisse offrir quelques cases d'attente aux taxis. 3 desservent présentement le métro Montmorency sur la rue Lucien-Paiement, en face de l'amphithéâtre de 10 000 sièges. Marie-Ève Allard, qui est designer d'intérieur, qui a sa propre entreprise d'ailleurs, pour nous conseiller. D'ailleurs, série de chroniques qu'elle a fait cet automne et on poursuit en ce début d'année 2017 avec d'autres endroits dans la maison qu'on doit peut-être revamper à l'approche d'ailleurs du printemps. Si on regarde le calendrier quand même, bientôt on se voit très bien au printemps, commencer à penser à nos travaux, nos agrandissements peut-être de maison. Et la cuisine, un lieu où on passe pas mal de temps dans la maison, qui souvent fait l'envie. On va chez d'autres personnes, on voit un peu ce que c'est devenu leur cuisine, des nouvelles constructions aussi. On veut peut-être refaire la nôtre. Et tu auras justement des suggestions de donner en ce sens-là. De quoi on part quand on veut revamper une cuisine ou en construire une, tout simplement? Oui, mais dans le fond, aujourd'hui, on va parler un peu des procédures et des étapes d'une cuisine sur mesure et surtout des avantages d'une cuisine sur mesure. Les gens, des fois, sont portés à croire que c'est beaucoup plus dispendieux, quand au contraire, nous, on vient vous faire économiser de l'argent et votre budget dans vos choix de matériaux et dans l'organisation de votre cuisine. Mais les aléas, je te dirais, l'ABC, peu importe notre budget, quel est-il quand on veut partir et refaire un segment ou tout l'ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose, peu importe le budget, qu'il faut prendre en considération pour commencer? Oui, bien, premièrement, nos besoins. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre cuisine? Est-ce qu'on est quelqu'un qui cuisine énormément? Est-ce qu'on a beaucoup de plats de plastique pour les lunchs à ranger? Ou est-ce qu'on a des très grands chaudrons? Parce que l'organisation de la cuisine va passer par ces besoins-là, premièrement. Si pour nous, le point le plus important, c'est les surfaces de travail, on va travailler avec ça d'abord et ensuite, on va venir compléter avec le reste des besoins. Mais il faut vraiment savoir la priorité de nos besoins dans une cuisine. Est-ce que le style qu'on veut lui donner, par contre, quand je pense à ça, comme un style classique, un style un petit peu plus chic, haut de gamme, ça aussi, ça doit entrer dans les autres facteurs? Je te dirais qu'après le point de l'organisation, on va vraiment s'orienter vers le look de notre cuisine. Ce que je donne comme devoir, moi, habituellement, à mes clients, c'est de faire un peu de magasinage virtuel. Oui, donc magazine ou... Exactement, c'est des magazines où sur Internet, il y a tellement de sources de sites Internet maintenant pour nous aider, mais de vraiment voir, puis ça peut être autre chose qu'une cuisine, les images qui nous inspirent, mais dire ça, j'aime ça, puis nous, après, en tant que designer, on va essayer de décortiquer pourquoi qu'on aime cette image-là, puis comment qu'on peut l'intégrer à la maison du client. C'est ça, puis des fois, c'est parce qu'on veut plein d'affaires, mais qui ne vont pas ensemble. Oui, souvent, je vois ça, différentes images, puis il y a 3, 4 styles complètement différents, mais souvent, il y a un lien entre ces images-là, puis nous, on va le chercher pour vraiment intégrer. De toute façon, le look éclectique est très tendance actuellement, fait qu'on peut quand même mixer plusieurs styles ensemble. Et quand on fait les travaux, est-ce qu'il y a aussi des mises en garde que tu as à nous dire? C'est-à-dire que, par exemple, on achète les matériaux, mais on n'est pas habile pour le faire. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a un service qui peut venir automatiquement en même temps lorsqu'on l'achète dans un endroit précis, ces matériaux-là? Ou... Oui, mais premièrement, moi, je conseille quand même d'aller dans des endroits spécialisés en cuisine ou avec une designer ou un cuisiniste qui va vous accompagner dans votre projet. La raison est que l'espace va être maximisé. Donc, souvent, on est porté à dire, je vais aller en grande surface, acheter des caissons déjà tout faits, puis on va finir avec des quand même grandes pertes d'espace qui auraient pu être un rangement à épices ou autre. Donc, ça, c'est le premier point. Et oui, je conseille toujours de faire installer la cuisine par l'endroit où est-ce qu'on va acheter, tout simplement aussi pour une raison de garantie. On ouvre une porte, elle est égratignée.
comment on va faire pour savoir c'est de la faute de qui? Bien, c'est ça, rendu C'est là. ça. Et surtout qu'eux vendent ces produits-là, donc sont à même de savoir un peu comment les installer, comment, justement, ils sont fabriqués, là. Oui, puis moi, je conseille toujours d'y aller par référence. Donc, si on a une référence de quelqu'un qu'on connaît, avec qui ça s'est bien passé avec telle ou telle place de cuisine, on y va avec ça parce que la clé, tout le monde peut nous dessiner une belle cuisine, mais c'est souvent le service après-vente. C'est normal qu'il y ait des petits accrochages en cours d'installation, mais si on travaille avec un professionnel, bien, il n'y aura pas de problème. À la fin, tout va être impeccable. Ouais. On n'est plus en 1990, comme le chantait si bien Jean Leloup, mais par contre, il y a des textures qui ont traversé le temps, qui sont encore là, qui sont encore d'usage, mais j'imagine que la mélamine ne fait pas partie des textures qu'on doit exploiter là, pour la cuisine. Mais pourtant, je te dirais que non, la mélamine est encore hyper actuelle, mais elle a été modifiée. OK. Donc, les compagnies, exactement, et les compagnies ont travaillé fort à développer des textures qui sont à s'y méprendre avec le bois. On va aller chercher les bois de grange. On a des mélamines aussi avec des finis différents. Donc, des finis beaucoup plus lustrés ou des finis mat. Ah, même le bois de grange dans la cuisine est encore in. Je vois ça dans les salons, je vois ça dans des endroits précis, mais même dans la cuisine. Je vais me répéter, il faut que ça soit bien dosé. Oui. Mais oui, c'est toujours actuel, sans problème. Et quelle autre texture? Parce qu'on voit souvent les espaces de travail. Tu sais, je vois souvent le granit qui revient, là, je pense, là, qui devient, peu importe la décennie, une tendance qui demeure. Là. Mais il y a quand même différentes textures comme ça, différentes. Le granit, oui, va toujours être là. Il y a le quartz aussi, moi, je trouve qu'il est très présent. Il y a le béton et on a les comptoirs en stratifié. Si on parle juste des comptoirs, la différence, le monde ne savent pas trop entre le quartz, le granit, le marbre. C'est quoi la différence? Oui, vas-y donc. Le granit, c'est une pierre naturelle, donc il va avoir besoin d'un petit peu plus d'entretien que le quartz. Le quartz, il va avoir de la résine de colle à l'intérieur. Donc, il n'y aura pas besoin d'entretien parce que c'est des matières chimiques. La différence, c'est que c'est ça. Notre granit, on va le sceller au moins une fois par année. Il va avoir besoin de beaucoup plus d'entretien, mais par contre, il va résister plus à la chaleur que le quartz. Mais est-ce qu'il y a effet beauté, effet, je te dirais, le look, c'est plus beau, le granit? Le granit, si tu fais l'amalgame des deux, je dirais granit quartz. Non, je dirais pas qu'il va être plus beau que l'autre. On a beaucoup de quartz dans nos décors parce qu'il va imiter facilement le granit et va être plus facile d'entretien. Donc, les gens vont se tourner vers ça. Ça change un peu le quartz aussi, je pense. Hein? Pas tant. Encore là, ça dépend des modèles. Il y a différentes gammes de prix. Ça dépend des compagnies. Si on veut y aller dans le moins cher, c'est vraiment le stratifié, mais ne résistera pas à la chaleur, être un petit peu... Exactement, peut s'endommager avec les années. Puis c'est ça. Puis tu m'as aussi envoyé dans mes notes, tu me parlais aussi de réfléchir aux matériaux, les besoins, mais le type d'évier aussi. Oui. Puis on l'oublie souvent, mais parfois, tu sais, il y a deux éviers. Un évier sur le bord, par exemple, de la fenêtre, là, le traditionnel, puis l'autre, dans l'espace de travail, il y en a un autre parfois aussi. Donc ça prend bien plus d'espace. Je veux dire, donc, c'est d'être plus opportun dans nos choix d'évier, la grandeur, la taille, la couleur, le type de robinetterie. Exactement, mais il y a aussi, dans le fond, à savoir est-ce que nous, on veut avoir un évier double ou non, parce qu'il y en a qui vont dire, ben moi, j'aime laver ma vaisselle d'un côté puis laver mes légumes de l'autre. Vraiment de réfléchir comment on veut travailler. Aussi, savoir si pour nous, c'est important d'avoir un évier qui va être en dessous du comptoir. À ce moment-là, on n'aura pas choisi d'aller justement avec un quartz ou un granit. Le stratifié ne peut pas répondre à ce besoin-là. Oui, rajouter d'autres éviers pour les besoins. Il y en a qui vont vouloir avoir une source d'eau proche du four pour pouvoir remplir la casserole. Il y a différents besoins comme ça qu'on peut répondre, différents formats d'éviers, mais savoir est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on veut laver des gros chaudrons facilement ou, comme je te dis, c'est le plus pour les légumes. Il faut vraiment réfléchir à ça. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment selon juste nos besoins. Mais je dirais notre portefeuille, c'est peut-être un peu ça qui nous limite, mais le reste, les possibilités sont immenses. Je te dirais que même avec un petit portefeuille, il faut réfléchir à nos besoins et il y a moyen de dessiner une cuisine qui va y répondre. Si on est raisonnable, bien sûr. Là. Bien, avec grand plaisir, on regarde ça, on commence à mijoter ça, jeu de mots. Et puis, on se reparle très bientôt, Marie-Ève Allard. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à toi. C'est alarmant, cette situation. C'est 5000 Québécois par année qui décèdent liés à des problèmes de tout type, de tout genre, donc des troubles pulmonaires. Puis si on l'étend sur le plan mondial, c'est 64 millions de personnes estimées, selon l'OMS, donc de gens qui décèdent de troubles divers, eux aussi, liés donc aux troubles pulmonaires. Et pour parler de tout ça, mais aussi de la mission que donc se donne l'Association pulmonaire du Québec, j'ai l'occasion d'en parler avec Véronique Blais, qui est coordonnatrice
coordinatrice d'ailleurs au programme de santé. Merci d'être là, Mme Blais. Merci à vous. J'énumérais ces statistiques d'emblée, justement, de notre entretien, et c'est alarmant, et ça va nous faire, j'imagine, qu'augmenter au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Oui, exactement, c'est ça. En fait, nous, à l'association, c'est un des plus vieils organismes qui s'occupe des problèmes pulmonaires. Donc, on investit en recherche, on fait de l'éducation, on a beaucoup de matériel éducatif, des dépliants, des guides, des choses comme ça pour le public. Puis c'est tous des services qui sont gratuits. Puis non, mais c'est ça, j'allais renchérir en disant que, justement, de différents types de personnes qui peuvent aller chez vous. C'est-à-dire, tu sais, parce que quand on parle de troubles pulmonaires, c'est vaste, comme ce qu'on peut avoir, là, comme... donc, ça va être quoi? Selon le tabac a un lien là-dedans, mais c'est plus que ça, là. Oui, en fait, c'est sûr qu'on fait activement de la lutte au tabac parce que le tabac est responsable de 80 à 90 des maladies pulmonaires obstructives chroniques, dont MPOC qu'on appelle, en fait. On fait aussi... la prévention au niveau des facteurs déclenchants de l'asthme, puis des allergies. Tous les troubles respiratoires. Oui, exactement. On a des campagnes de sensibilisation. Là, présentement, on a une campagne sur le radon, qui est, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je connais un petit peu, oui, c'est dans les maisons, je crois, ça. C'est un gaz radioactif qui est présent dans les maisons. Puis, en fait, c'est responsable de 16 des décès par cancer. Fait que c'est grave. Et je sais qu'il y avait une autre époque, mais il y avait l'amiante, il y avait d'autres choses qu'on n'a peut-être plus dans notre maison, mais qui ont peut-être eu leur effet sur encore des personnes qui sont encore vivantes présentement. Alors, donc, tranquillement, il y a comme une démocratisation. Je pense que les gens se sont peut-être documentés davantage aussi sur qu'est-ce qui est nocif et tout. Mais est-ce que le fait de vivre dans un monde qui, de plus en plus, on va se le dire, est pollué, là, bon, la pollution qui est omniprésente maintenant, est-ce que ça, disons, avec l'augmentation de plus en plus présente des voitures aussi sur la route, est-ce que ça a un effet, ça aussi, peut-être qu'on néglige, mais qui est frappant pour vous, l'association? Oui, c'est sûr. C'est certain que les journées qu'il y a du smog, tout ça, pour les personnes, c'est plus difficile aussi. Puis aussi, on pense à l'été avec l'herbe à poux. C'est aussi une de nos grosses campagnes. C'est notre 11e campagne cette année. Ça a vraiment un impact pour les gens qui sont asthmatiques. Oui, exactement. Et justement, là, donc, on parlait tantôt de ces problèmes respiratoires, ces gens-là. Oui. Donc, vous pouvez faire des rencontres, des ateliers de différents genres, de genres, c'est ça? Oui, on a 25 groupes d'entraide à travers la province. En fait, normalement, c'est sûr que la maladie la plus répertoriée, si on veut, c'est MPOC. Donc, c'est, mettons, comme à Laval ici, à Sherbrooke, puis ailleurs, dans les grandes villes. C'est vraiment ce type de rencontre-là qu'il y a. Mais à Montréal aussi, on a une rencontre sur l'apnée du sommeil, cancer pulmonaire, classe d'exercice. Puis on a aussi d'autres conférences qu'on offre, autant pour les professionnels de la santé que les patients, de façon plus sporadique, donc sur la fibrose pulmonaire, puis sarcoïdose, des choses comme ça. Prévenir, faire la prévention. Oui, exactement. On a beaucoup de matériel éducatif, des dépliants qu'on offre aux professionnels de la santé pour les CLSC, les centres hospitaliers qui peuvent remettre, ou les patients directement qui peuvent nous appeler, puis on peut leur envoyer à ce moment-là par la poste gratuitement aussi. Vous parlez tantôt de ces genres d'activités-là, puis j'ai vu sur votre site, vous aviez cessation tabagique. Oui. Donc ça, c'est une aide, j'imagine, pour les gens qui cessent de fumer, oui, c'est ça? Oui, exactement. On a des gros projets qui s'en viennent sur ça, mais c'est pas vous ne pouvez pas encore en parler? Non, mais ça s'en vient. C'est sûr qu'on a des rencontres dans des écoles présentement pour sensibiliser les jeunes à ce niveau-là. Et ça, puis vous avez aussi des formations secourisme, ça se peut-tu? Oui, j'ai cru voir ça également. Oui. C'est quoi, c'est pour intervenir? On peut former des gens pour intervenir s'il y a des personnes, qu'on est en présence de personnes qui sont atteintes de troubles respiratoires? Ou? Oui, exactement. Faire la prévention aussi pour être des acteurs sur le terrain, se mobiliser pour la cause. Et je sais que aussi, vous avez une ligne aussi, Méro sans frais. Parlez-moi-en un peu. Oui, en fait, c'est une ligne d'information qui est gérée par les inhalothérapeutes. C'est du lundi au jeudi de 8h à 16h30, puis les vendredis matin aussi. Fait que souvent, dans un contexte actuel où on n'a pas beaucoup de temps de poser des questions aux médecins, bien, les gens peuvent répondre. Tout simplement. Et je parlais de cette ligne, c'est le 1-888-Poumon-9. Alors, évidemment, vous pouvez voir ça au bas de l'écran. Puis on a vu des schémas dans les dernières minutes également qui nous montraient un peu ce qui s'adresse aux gens là, de l'Association pulmonaire du Québec. Et puis, vous avez aussi un groupe de soutien qui en fait, aux gens atteints là, de MPOC.
Et ça, c'est les derniers mardis de chaque mois. Oui, exactement, ici à Laval, au Maxi. En fait, c'est des rencontres de 2 heures. La première heure, c'est une conférence. C'est des conférenciers de qualité. C'est des pneumologues, inhalothérapeutes, pharmaciens, tout ça qui viennent parler. C'est un service qui est personnalisé. Les gens peuvent demander d'avoir un sujet, puis de parler de ce sujet-là. Puis, c'est une rencontre de 2 heures. Fait que première heure, conférence. Deuxième heure, c'est vraiment plus période de questions, puis échange entre les participants. Parce qu'on sait que c'est un besoin. Donc, évidemment, puis je pense qu'il y a des yogas sur chaise, hein? C'est ça? Oui, c'est vraiment... Mme Annie Bélanger qui est thérapeute, justement, qui fait un exercice, là, tout ça. Et d'ailleurs, est-ce que les gens qui nous entendent, pratico-pratique là, chez eux présentement, là, à la suite de notre entretien, est-ce que c'est en faisant de l'exercice? Est-ce que c'est... on dit souvent d'aller prendre l'air pur, d'aller prendre un bol d'air pur, mais qu'est-ce qu'on peut faire de façon pratique chez nous pour peut-être au quotidien changer tranquillement puis améliorer notre condition, si on peut le faire? Oui, c'est sûr que l'exercice physique, c'est la clé. Ça l'aide à prévenir la détérioration. S'entourer de personnes. Je pense que dans les groupes d'entraide aussi, on invite les gens à y aller en groupe parce que c'est ce qui fait qu'on se motive à bouger et à prendre soin de soi. Puis appelez-nous. On a des dépliants, on a la ligne d'information, on a les groupes d'entraide. Il y a plusieurs services qui sont offerts pour eux. Pour pouvoir avoir recours à vos services. Alors, je vous rappelle quand même, hein, c'est 5000 Québécois qui sont annuellement, là, selon les statistiques, donc recensés parce que, leurs décès sont liés à différents troubles respiratoires, le vieillissement de la population qui, je pense, va malheureusement alourdir ce bilan et d'ailleurs aussi, l'augmentation aussi des voitures sur les routes. Alors, évidemment, on est tous très, très préoccupés par cette situation. Madame Véronique Blais, coordonnatrice au programme de santé chez Association pulmonaire du Québec, merci beaucoup de nous parler. Bien, merci à vous. Merci. Concours Un récit pour toi, une passion à partager. Ça a été le dévoilement des lauréates et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les bibliothèques de Laval ont dévoilé les lauréates du concours d'écriture Un récit pour toi, une passion à partager. C'est réalisé en collaboration avec le groupe Alpha Laval, réuni le 27 janvier dernier à la bibliothèque Émile Néligan à l'occasion de la journée de l'alphabétisation familiale. Les auteurs gagnants des textes Coup de cœur, Solange Jacques et Sylvie Desmarais, ont été chaleureusement remerciés en présence des adultes en démarche, justement, d'alphabétisation. En plus de souligner la généreuse contribution de l'ensemble des participants au concours qui, par leur sens de l'altruisme, auront contribué à donner le goût de la lecture aux apprenants du groupe Alpha Laval. Des extraits des textes gagnants ont été lus donc par les 2 auteurs au grand plaisir des personnes présentes. Rappelons qu'à Laval, c'est plus de 60 000 personnes, donc soit environ 1 adulte sur 6 qui éprouvent des difficultés importante au quotidien en lecture, en écriture et en calcul. Ce concours d'écriture a permis non seulement à des Lavallois âgés de plus de 18 ans de se familiariser avec les techniques d'écriture en rédigeant un court récit, mais également de valoriser la lecture dans toutes les dimensions de la vie et ultimement d'améliorer la qualité de vie des citoyens en voie d'alphabétisation. Laval en blanc, c'est la température douce. C'est plus de 15 000 Lavallois qui étaient au rendez-vous pour cette 13e édition de Laval en blanc. Les festivités qui se sont déroulées à la berge des baigneurs du Vieux-Sainte-Rose les 27, 28 et 29 janvier, qui d'ailleurs connaissaient un bilan absolument positif qu'on en donne. Au cours de la fin de semaine, une multitude d'activités de plein air et des concerts ont été offerts par le plus grand bonheur de tous les visiteurs. Et plusieurs nouveautés ont été ajoutées à cette programmation 2017. C'est le cas notamment de l'illumination du site en soirée qui a permis aux participants d'en profiter plus longtemps, tout en donnant un air magique au site déjà, on peut le dire, déjà très enchanteur. Et autre nouveauté, la présence d'un écran géant et d'une terrasse qui ont permis aux gens de visionner les concerts tout en jouissant de l'ambiance du site extérieur. La tyrolienne, une installation longue de 76 mètres, a également contribué à bonifier la programmation de cette année. Grands et petits ont profité à souhait de cette nouveauté, dont l'achalandage n'a pas dérougi. Il en a été de même aussi pour les activités de hockey, de soccer bulle, où plusieurs fous rires ont éclaté, on peut le comprendre. Et le chapiteau chauffé a été occupé par des publics de tous âges lors des 3 jours de fête, alors que la foule du vendredi s'est amusée sur les airs rock'n'roll et vraiment rétro du groupe Sherry. Et celle du samedi a été aussi conquise par le trad moderne de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Et le soir venu, les airs du Sud de Dominique Hudson et ses nombreux chanteurs et danseurs qui ont à leur tour enivré les amateurs de musique latine. La programmation du dimanche, davantage destinée aux familles, était composée de 2 représentations de la comédie musicale Chaboté et de la projection du film L'Air de glace, les lois de l'univers.
organisées par la Ville de Laval. Les festivités d'ailleurs hivernales de Laval en étaient à leur 13e édition. La Ville remercie tous les partenaires, soit le Courrier Laval, Rythme FM, Tim Hortons et Desjardins. Un immense merci aussi à Dame Nature. Hein? On peut dire que c'est elle la reine qui a permis à tous de profiter des joies de l'hiver dans la splendeur de la berge des baigneurs. Les élus municipaux et les commissions scolaires de Laval qui sont unis pour la persévérance scolaire après des parties amicales de balle-molle et de soccer à l'été et l'automne 2016. Les élus municipaux de Laval qui ont de nouveau donné rendez-vous aux 2 commissions scolaires du territoire pour encourager cette persévérance scolaire. Et c'est le 28 janvier entre 10h30 et 14h qu'ont été disputées les 2 joutes de hockey en soutien à cette importante cause. Sur la patinoire bleu-blanc-rouge de la Fondation des Canadiens située au Parc Émile à Laval-des-Rapides, l'équipe Laval a d'abord affronté les jeunes de l'école Georges Vanier de la commission scolaire de Laval. Et par la suite, ce sont les élèves du Laval Junior Academy de la commission scolaire Syl Wilfrid Laurier qui ont défié l'équipe des élus municipaux. Et la première joute s'est soldée par une marque d'ailleurs de 7-6 en faveur des gladiateurs de Georges Vanier, alors que la seconde s'est terminée 8-7 et c'est l'équipe des Vipers du Laval Junior Academy qui a remporté la victoire. Et organisée par le maire suppléant David de Cotis, cette 3e édition des classiques de hockey des élus est un événement sportif rassembleur permettant aux jeunes Lavallois de rencontrer leurs élus et de bâtir une relation avec eux en côtoyant ces jeunes années. Ces jeunes, année après année, dis-je bien, les élus, ils se sentent d'ailleurs de plus en plus engagés envers la persévérance scolaire. C'est ce qu'a mentionné M. de Cotis, responsable des dossiers des sports et loisirs au comité exécutif de la Ville. Et dans le cadre de ces classiques sportifs annuels, balle-molle, soccer et hockey, la Ville de Laval bonifie son aide aux écoles lavalloises en remettant aux 2 commissions scolaires une somme globale de 6 000 $ et annuellement, ce sont 4 500 $ qui sont remis à la CSDL, alors que la CSSWL reçoit 1 500 $ pour soutenir la persévérance scolaire. 33e édition du Gala des prix OSIA, la Ville de Laval, en partenariat avec les Caisses Desjardins de Laval, qui a lancé l'appel de candidature de bénévoles pour la 33e édition du Gala des prix OSIA. Le 10 mai prochain, d'ailleurs, à la salle André-Mathieu, les bénévoles finalistes et les lauréats seront honorés lors d'une soirée coprésidée par Marc Demers, maire de Laval, et Michel Guindon, président de la Caisse Desjardins Vimont-Auteuil. Cette année, le comité de sélection est présidé par Mme Nathalie Charon, directrice générale de la Caisse Desjardins de Chomédé. Il est composé de 8 autres personnes provenant d'organismes lavallois et des services municipaux. Ce jury analysera les candidatures en se basant sur les critères suivants: diversité, impact, dynamisme et innovation de l'action du bénévole. Les bénévoles honorés lors des galas antérieurs ne sont pas admissibles. Aussi, chaque organisme ne peut présenter qu'une seule candidature, à l'exception de la catégorie jeunes bénévoles pour laquelle 2 candidatures peuvent être soumises. Les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur le site web d'ailleurs de la Ville au www.événement.laval.ca. Ils doivent être complétés et retournés avant le vendredi 24 février par la poste ou par courriel. Un coup de pouce à l'environnement qui est salué par le Jour de la Terre. Pierre Lucier, directeur du Jour de la Terre, a entrepris une tournée afin de rencontrer les épiceries IGA détentrices de la plus haute certification du programme de gestion des matières résiduelles. Et le 3 février, il était de passage au IGA Marché des oiseaux. Depuis l'an dernier, le marché du boulevard Curie-Labelle détient la certification Diamant en plus de ce programme du fonds Éco-IGA, qui valorise 82 % de matières résiduelles. L'épicerie du quartier Sainte-Rose a également fait partie d'un projet pilote pour récupérer la styromousse, une action qui a été reconduite. Ici, elle a obtenu une mention plus, c'est qu'elle a fait des dons alimentaires dans sa communauté en provenance d'au moins 3 rayons différents. Au Québec, plus de 70 % des magasins IGA ont pris part au programme et 57 d'entre eux sont certifiés Action Réduction, une reconnaissance développée par le Jour de la Terre. Seulement 9, y compris celui de Laval, se sont vus décerner cette certification très enviable, Diamant Plus, des matières résiduelles valorisées, et 11 ont reçu celle de platine. Au IGA Quintal, l'obtention de la plus haute distinction est passée par la participation aux 6 voies de collecte disponibles sur les matières animales et compostables, le carton, le papier plastique, verre et métal, la pellicule de plastique et les huiles de cuisson. Mentionnons que les niveaux obtenus dans le cadre de ce programme, qu'ils soient bronze, argent, or, platine ou diamant, sont valides pour une période de 2 ans, la certification devant être par la suite renouvelée.
Évidemment, on a notre petit kit de collégiens et puis évidemment, c'est thématique avec aujourd'hui Sans se consulter. Stéphane Ducharme, mon cher. Comment salut, ça va? Ça va super bien. Super. Habillé pareil. Habillé pareil. On rentre dans le studio, on se voit comme ça. Vraiment. C'est concept avec ce qu'on parle C'est aujourd'hui. le bromance à son meilleur. Exactement. Et d'ailleurs, c'est parce qu'évidemment, c'est la semaine de relâche bientôt, Oui. 6 au 10 mars, puis à Laval, il y a plein d'activités. Il y a plein d'activités, mon cher, dans les 4 coins de la ville, vraiment. C'est du 6 au 10 mars, donc les parents qui ne savent pas encore là, que c'est Tu quand. vas nous donner des données, des choses à faire, mais avant ça, Oui. je veux remonter dans le temps avec toi. Oui, OK. Je veux que tu me parles de tes semaines de relâche. Tu sais, la nostalgie, Ouais. là, c'est très payant de nos jours, le hashtag nostalgie. Ah oui, c'est ça. Puis c'était dans l'époque fluo en plus Ouais, de toi, ça. c'est ça. Oui, vraiment fluo. Et là, Période toujours boutonneux, par exemple, Ah! adolescent. Ah oui, écoute, les boutons, ça venait avec. Là, tu sais, là, C'était c'est comme ça. une pancarte de stop, finalement. Oui, On te voyait de loin. Ah oui, on voyait de loin, les gens arrêtaient, ils pensaient, non, je pouvais y aller, c'est ça exactement. Toi, non, c'est comment c'était ta Ben, moi, tes relâches? c'était fond de bouteille, gros Ouais? fond de bouteille, plein Ok. de boutons. C'était cheveux bleachés puis cure-dent de 30 livres de moins, Ah, de mon 140 Dieu. livres. Je te dis 6 pieds, 140 livres, je partais au vent. Fallait qu'on m'attache. C'est ça, des roches dans les poches. Des roches dans les poches. OK. Les clés avec, tout ce que tu peux pour me retenir, parce que c'était incroyable. Je partais au vent. Moi, je te dis, avec les t'es-tu cases puis tout, là. Ah, ben, coudonc. Ben, finalement, t'as bien vieilli. J'ai on pas dit ça. pire, je pense Ouais, que c'est pas pire, comme, en c'est général. bon. Ben, écoute, vraiment, Justement. là. Justement, il y a plein d'activités à faire partout. Et pendant la semaine de la relâche scolaire, je veux le dire aux parents parce que c'est bien important si on va aller faire des activités en transport en commun. Les autobus de la ville, la STL, c'est gratuit pour les enfants de moins de 11 ans. Alors, si vous voulez vous promener, des fois, on ne prend pas la voiture parce que, bon, on veut changer un peu l'atmosphère. Oui, mais c'est le fun aussi, on a le temps tu sais, de pouvoir, parce que parfois, ce qu'on se dit, c'est le côté de temps. On va prendre la voiture, on a des choses, des fois aussi à apporter, ça peut être une autre solution, mais là, on a le temps, on est en semaine de relâche, C'est ça. on est en vacances, On en profite. et tu le dis, c'est gratuit. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire du 6 au 10 mars? Il y a des sorties spéciales un peu partout dans la ville, des ateliers artistiques, des ateliers sportifs. On peut même faire des activités dans les gymnases des écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui seront fermées, mais le gymnase va être ouvert. Entre autres, il y a du badminton au centre sportif José Fauché. Puis toi, le badminton, t'es-tu un amateur de badminton? toi? Moi, puis les moineaux, on fait pas... Ah non, OK. Non. Chacun son moineau, comme on dit. Chacun son moineau, c'est ça. c'est ça. Bon, bien, parfait. Donc, si vous êtes fans de... Mais j'aime ça. Oui, OK. Ouais, j'aime ça c'est quand bien. même. Badminton, il faut consulter l'horaire de badminton libre pour la relâche parce que vraiment, il y a des heures pour ça. Qui sont requis. Pour Oui, qui pouvoir sont aller requis, exercer ce sport. exactement. Il y a les parcs et les bois aussi, donc il y a plusieurs activités qui vont être offertes. Donc, ils vont prêter des patins, ils vont vous prêter des raquettes, il va y avoir aussi du ski de fond. Mais là, c'est ça. Puis on espère, parce que c'est toujours Dame Météo qui donne un peu le ton à la Toujours. semaine de relâche, Exact. parce que d'année en année, ça diffère. Puis Oui. parfois, tu sais, justement, à cause des intempéries, la glace est plus assez convenable pour Voilà. patiner dessus. Exact. Et la neige même aussi, des fois, qui peut être dans certains secteurs un peu en manque. Mais là, on a annoncé cette semaine ben du grisette, ben Oui, de la neige. c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'avavec ce qu'on a reçu cette semaine en cocktail météo, on va être quand même bon pour un C'est petit ça. bout de temps. Puis dans la semaine de relâche, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il fasse froid, pas moins 80 000 là, Non quand plus, même. non, là, je pense parce qu'on que est tanné puis un on peu veut de- pas de pluie, tu sais, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de grésil. Mais on vous souhaite vraiment d'avoir une belle température. semaine. Et donc, c'est ça. Donc, Justement, si la température le permet, ça va être l'idéal. Le patinage et du hockey aussi. Donc, des patinoires réfrigérées. Le bleu, blanc, rouge, je sais pas si ça dit quelque chose. Non, ça me dit rien. vas-y C'est donc. au Parc Émile, ça c'est à Laval-des-Rapides. Et tous les patinoires aussi à l'extérieur vont être fonctionnels. Donc, si la température le permet également, si la nature est de notre côté, on va pouvoir patiner, patinage libre et du hockey. Donc, pour faire On met les bâtons en plein milieu de la patinoire. Exactement. On pitch à chaque barre, puis ça nous fait une belle équipe nous deux de hockey. contre la bande, puis ah ouais, donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi les glissades un peu partout, ce qu'il y a des buttes, des petites montagnes, là. Donc, on va pouvoir faire ça. Donc, glissade naturelle ou artificielle. Puis là, j'ai vu ça, j'ai dit glissade naturelle ou artificielle, c'est quoi? En fait, Justement. c'est ça. C'est qu'il y a des glissades où il y a des montagnes, des petites côtes, comme on dit, où il y en a qui vont shooter de la neige pour faire une grosse montagne. OK, c'est de la neige Oui, travaillée? c'est ça, exactement. Ils vont faire, neige des mécanique. glissades, exactement. On voit ça de plus en plus un peu partout. Oui, parce Ils qu'on font évidemment les hivers qui Ben, c'est ça. se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Vraiment pas. Puis c'est de la neige artificielle. J'ai vu ça des endroits, ils vont vraiment lancer de la neige avec un truc qui fait vraiment du vent. Le canon à neige, mais... Un canon à neige, exactement. Est-ce que... Puis moi, je dis ça parce que c'est souvent les meilleures journées aussi qu'on peut faire. Vous avez la chance d'avoir peut-être une cour arrière, Oui. la cour du voisin, vous pouvez lui demander. Puis
tu sais, souvent, toute la neige qu'on a enlevée durant la cour, qu'on a déblayée, on envoie ça souvent en arrière. Exact. Et puis, s'il y a une grande butte là, chez vous, là, fun, c'est là. super le fun. Vous êtes dans la cour, ça vous coûte pas grand-chose. Vous jouez dans la neige en arrière, puis souvent, ça fait de belles journées. Tu regardes tes enfants avec ton café qui sont avec les petits pommettes rouges. Salut, amusez-vous. C'est ça, puis tu vas pas te geler dehors en tant que Oh, parent. jamais de la vie. Non! Puis là, il y a aussi... qui savent de quoi on parle, par exemple. Oui, c'est ça, on les salue d'ailleurs. Ouais. Le sentier de marche, raquettes, ski de fond, ça, il faut consulter le site web laval.ca pour avoir toutes les informations. Et il y a aussi ceux qui ne veulent pas se geler l'hiver parce qu'ils aiment moins ça. Il y a la bibliothèque de Laval. Hey, tu sais qu'il y a 9 bibliothèques à Laval? Oui, ça, je savais. Il y en a beaucoup. Tu voulais me pogner? Hein? Je voulais te pogner, Oui, ça va mais marcher. c'est dur. Donc, si vous êtes toujours disponible d'emprunter des livres, DVD, des CD, je savais pas ça. Dans les bibliothèques, il y a des jeux vidéo. Ben ça, non plus, je savais pas. Non, ben, tu vois, je te l'apprends. Tu m'en apprends, Dans c'est ça. les 9 bibliothèques de Laval, Tu peux louer des jeux, mais tu peux partir avec des jeux en emprunté. Ben c'est ça, je savais pas. Moi, je pensais que c'était dans les fameux magasins ou les Vidéotrons de ce monde. Mais non, c'est ça qu'il y a. Et pour bien commencer la relâche, on peut faire une petite sortie culturelle. On peut aller à la Maison des Arts. Il y a plein de petits spectacles pour les enfants. Donc, on va... Et aller au musée aussi, au Cosmodome. Il y a plein de belles activités sur le territoire de Laval. Comme tu dis, on abaisse nos prix, on fait des activités thématiques scientifiques pour les jeunes. Ça pullule de choses qu'on peut faire. Bien, exactement. Et je sais que tu es amateur de hockey, on en a parlé la semaine passée. Les arénas de Laval auront des périodes de patinage et de hockey libre. Donc, autant pour les enfants, pour les ados et pour les adultes, parce que, tu sais, on veut bien s'amuser, nous autres aussi, là. Ouais. Sauf que c'est pas contre les enfants, contre les adultes, on s'entend. Il y a une section pour les enfants, une section pour les ados et les adultes. Et les piscines de Laval. Es-tu le genre de gars qui va aller se baigner en speedo, toi? Oui. Oui. Bon, ben on arrête ça, là. On arrête. Non, ben c'est vraiment il y a des heures prolongées qui vont être offertes pour le bain libre ou ben non, des corridors de nage si tu veux nager, dégourdir un peu les épaules, ça se passe ça. Donc, la liste des piscines, www.laval.ca. Et en terminant, il y a aussi des parents qui ne peuvent pas être en vacances dans ces semaines-là. Oui. Il y a des services de garde. Mieux que ça, il y a des camps de jour durant l'hiver. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Donc, pour les parents qui ne peuvent pas, c'est entre 100 à 125 pour la semaine complète. J'imagine, on met des repas, tu sais, oui, c'est ça, exactement. Et ça, dans le 100 puis 125 ça inclut le service de garde. Et c'est ouvert de 7 h le matin à 18 h le soir. Et d'ailleurs, à certains endroits, pas toute la gang, mais il y a des rabais de 10 pour le deuxième enfant de la même famille. Donc, vous avez 2 enfants, on les met les deux au camp de jour. Alors, c'est 10 de moins pour le deuxième enfant. Comme quoi que ça peut être payant, des fois, d'avoir 2 enfants. Ça coûte pas tout le temps plus cher. C'est ça. Donc, faites des enfants. C'est ça que ça veut dire. Fait que voilà, c'est un peu ce qu'il va y avoir pour durant la relâche scolaire, donc du 6 au 10 mars. Alors, profitez-en, amusez-vous et ayez des pommettes rouges. Merci beaucoup. Puis toi aussi, amuse-toi avec ta famille. Oui, c'est certain, je vais m'amuser. Avec tes enfants qu'on salue. Oui. Comment ils s'appellent d'ailleurs? Florence et Lucas. Florence et Lucas, salut. C'est un film que moi, j'ai aimé. C'est un film que lui n'a pas aimé. Non, j'ai aimé. Je vais partir des fausses rumeurs, c'est pas vrai. C'est Nicolas Vincent Poirier qui est avec nous encore une fois cette semaine pour jaser cinéma, mon cher. T'as aimé, mais je pense que t'as pas été aussi fasciné que moi adoré, sur le film. C'était un joke que je t'ai dit que j'avais pas aimé tantôt. Non, j'ai adoré ce film. Ah, t'as aimé, OK. Oui, j'ai bien aimé. Mais t'as bien joué la comédie parce que j'étais certain que tu avais apprécié, mais que tu ne comprenais pas le côté... très, très favorable et disons, le côté vraiment bonne critique qu'il avait reçu. Oui, bien surtout quand je t'ai dit que oui, c'était bon, mais c'était un peu long. Il manquait de Transformers, tu sais. Je me suis dit, ouais, Transformers, mais connaissant ton humour douteux, je me suis dit, j'avais tout de suite saisi dans quelle direction tu te rendais, mon cher. Mais pour préciser aux gens, évidemment, de quoi il s'agit, parce qu'évidemment, on émet beaucoup de syllabes, mais il faut préciser le fondateur, donc The Founder, pour ce qui est des puristes du cinéma. Et puis, c'est vraiment un film qui porte sur la vie des créateurs de McDonald's. Oui, de Ray Kroc, celui qui a, j'allais dire, volé McDo, mais c'est un peu ça, parce qu'au départ, McDonald's, c'était 2 frères qui avaient une idée d'offrir... Oui, d'offrir des hamburgers, mais très, très rapidement, parce que dans ce temps-là, dans les années 50 et avant, bien sûr, ça prenait un certain temps à se faire servir. Même il n'y avait pas ce qu'on appelle un fast-food comme aujourd'hui. Ça prenait une vingtaine, une trentaine de minutes, comme n'importe quel resto avant que ta commande arrive, même quand c'était à l'auto. C'était un parc. Vous étiez dans votre voiture, vous pouviez franchir votre blonde et on venait avec des patineuses un peu sexy, on va se dire comme ça pour l'époque. Vous portez votre plateau de
de hamburgers et de frites. C'était un peu la tendance à l'époque. Mais oui, ils ont révolutionné littéralement Puis c'est leur invention quand même quand on pense aux frères McDonald. Oui. Et puis c'est un peu justement dur de prendre parti parce qu'on essaie un peu de nous laisser nous-mêmes prendre la décision à savoir si Ray Kroc et si les frères McDonald ont été floués ou si c'est pas justement grâce au génie visionnaire en quelque sorte sur le plan marketing de Ray Kroc que c'est devenu un empire. Peut-être que ce serait demeuré un grand restaurant qui marche à San Bernardino, en Californie. Mais c'est drôle parce que tu regardes ces frères-là, eux autres, ils voulaient optimiser au maximum la cuisine pour que tu te commandes ton burger puis il soit prêt comme instantanément. Et à la fois, il était très, très lent au niveau de la business. Ray Kroc, il arrive, il regarde ça puis il est émerveillé. Et quand il a découvert ce restaurant-là, il vendait des machines à milkshake. Tu sais, c'est un gars qui avait l'air comme de passer d'une job à une autre, d'un trip à un autre. Qui allait nulle part. Et qui allait vraiment nulle part. Et tu sais, ce qui est bien, c'est qu'on voit comme, tu sais, il est dans la cinquantaine, dans les années 50, justement. Et on s'entend qu'il n'y avait pas l'espérance de vie qu'on avait aujourd'hui. Donc, dans la cinquantaine, tu sais, bon, tu avais quand même une certaine âge rendu là. Et lui, qui perce vraiment à cet âge-là. Et c'était le début du rêve américain aussi. Tu sais, l'après-guerre, où vous devenez vous-même riche, vous pouvez vous prendre en main. Le American Dreams au pays de l'oncle Sam, c'est véritablement un peu dans ces années-là où c'est devenu et où plusieurs fleurons se sont bâtis comme cet empire-là, justement, McDonald's. Et ce que j'aime de ce film-là, c'est que non seulement on voit un peu les premiers balbutiements du restaurant San Bernardino, mais aussi on nous montre les deux facettes de Ray Kroc. Au début du film, et bien, vas-y mon cher, justement. Et d'ailleurs, ce restaurant-là, les restaurants McDonald's comme ça n'existent plus. Donc, avec un petit budget de 7 millions, ils ont reconstruit ces restaurants-là pour de vrai, pour les besoins du tournage. Et pourquoi est-ce que ce scénario-là, justement, on regarde le film, puis on comprend d'une certaine façon, mais en même temps, c'est un salaud quand même, Ray Kroc, pour ce qu'il a fait. Ben oui, c'est un requin. Oui. Le scénariste, celui qui a écrit ça, c'est le même qui a écrit The Wrestler. Il s'est basé sur 2 livres, une autobiographie de Ray Kroc et une biographie non autorisée de lui. Ça fait qu'il a pris comme les deux côtés de la médaille et il a fait un film avec ça. Et celui qui a réalisé le film, c'est le même qui a réalisé The Blind Side en 2009. Tu sais, Oscarisé. Oscarisé, Sandra Bullock avait gagné un Oscar. Et la compagnie Weinstein, les frères Weinstein qui ont distribué ce film-là, eux autres, c'est très, très, très clair. C'est un film qui allait gagner des Oscars. Tu sais, ça va remporter des prix. Le but de ce film-là, c'est pas nécessairement de remporter beaucoup de cash. D'argent, c'est de flasher sur le plan des festivals ou des... ça n'a pas marché. Ouais. Non, c'est ça. Ça n'a pas marché. Et Michael Keaton, il est bon. Parlons-en de Michael Keaton, d'ailleurs, qui fait le film à lui seul. Oui, parce qu'il joue très bien, justement, il rend justice aux deux côtés de Ray Kroc. Et quand je le disais tantôt, c'est à la fin du film, c'est vraiment aux cinéphiles de prendre la décision de savoir si Ray Kroc était vous me permettrez l'expression, mais un TRODECUL. Mais ultimement, tout ça, quelle présence à l'écran. Et depuis Birdman, il a relancé sa carrière. Quel choix de faire ce film-là. Ben oui, écoute, c'est drôle, hein, parce qu'en même temps, bon, le scénariste a quand même écrit The Wrestler qui a remonté la carrière de Mickey Rourke. Ouais. C'est en plein ça, tu sais. Ça fait que de toute façon, Michael Keaton, c'est pas ce film-là qui va faire monter sa carrière. Ça a déjà été fait avec Birdman. Et là, avec le prochain Spider-Man, il va faire The Vulture. Un vilain, oui. Tu sais, c'est ça. Donc, je pense que sa carrière est pas mal repartie. C'est très différent que quand il a fait Jack Frost. Ouais. Ah oui, puis Bonhomme de neige. Différents rôles aussi qui n'ont pas aidé sa carrière, puis des choix peut-être aussi qu'il n'a pas fait non plus. En ce sens-là, mais sa brillante performance, ses qualités d'acteur n'ont jamais été démenties. Mais quel acteur aussi de soutien, quelle série. Tu sais, je pense à Laura Dern. Tout le monde est bon. Nick Offerman, belle performance. John Carroll Lynch aussi, qui joue le rôle de Mac McDonald. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Michael Keaton, avant qu'il ait accepté, on a proposé le rôle à Tom Hanks. OK. Je savais pas. Oui, c'est ça. Lui a refusé. Et la réalisation, au tout début, on l'a proposé aux frères Coen. OK. Et finalement, ils n'ont pas pu parce qu'ils travaillaient sur le film Hail Caesar. Mais à la base, écoute... Quel film ça aurait pu prendre? Les frères Coen, Tom Hanks... Mais ça aurait été totalement différent. C'est sûr que ça aurait été différent en connaissant les frères Coen, leur signature. Regarde Blind Side et regarde ce film-là.
ça se ressemble un petit peu. Bien, il y a un côté bon enfant en même temps au film. The Blind Side, ça a été ça, une histoire de quelqu'un qui part de rien, puis un gars qui est pauvre, qui part de rien, d'un petit milieu et qui devient un joueur de la NFL. Alors, il y a ce côté-là historique aussi. On aime croire, on veut des belles histoires et McDonald's en est une. Oui, et d'ailleurs, il faut le préciser par rapport à McDo, ils ont absolument pas commandité ce film-là. Ils ont pas. Est-ce qu'ils étaient réfractaires? Est-ce qu'ils ont comme essayé d'aller en cours pour faire un peu. Non, absolument pas. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Bien, c'est ça. Ils n'ont pas aidé d'aucune façon le film, mais en même temps, ils n'ont rien dit de négatif. Tu sais, ils sont neutres là-dedans, mais ça leur fait une grosse pub. Moi, je suis tellement influençable, je regardais le film, puis je dis, OK, je vais aller me chercher. Tu allais chercher un trio? Après, oui. Non, mais tu sais, au début du film... C'est toi qui es naïf, là. Bien, je le sais. Mais tu sais, Ray Kroc, au début, comme il découvre McDo, puis tu sais, il est totalement émerveillé. Tu sais, c'est tellement drôle, la scène du début. Il attend pour commander. Et là, quand il commande, bien, je vais prendre des burgers, une frite. Ouais, puis il en revient pas. On lui donne le sac, puis là, il dit... C'est quoi ça? Je viens de commander. Ah, ben c'est ça, ta bouffe est là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je mange? Tu manges où tu veux, tu sais. Il nous reste plus grand temps, il nous reste quelques secondes, mais c'est un film définitivement à voir au cinéma. Oui. Allez voir ça. Cinéma ou à la maison, c'est pas... mais c'est excellent comme film. C'est excellent et tout est dans le rôle, les personnages et dans le scénario. Il n'y a pas de feu d'artifice à l'écran, c'est vraiment... Ça se joue, ce film-là, sur les acteurs, dont Michael Keaton en tête. Un grand merci, Nicolas Vincent Poirier. Carmine Anthony Pagliarulo reçoit la bourse du CH. Le jeune gardien de but du Rousseau Royal de Laval-Montréal fait partie des 29 récipiendaires d'une bourse de 1 500 $ des Canadiens de Montréal, associée à la Fondation de l'athlète par excellence. Ces bourses visent à récompenser les étudiants athlètes québécois les plus prometteurs en hockey masculin et féminin. Les jeunes choisis ont impressionné non seulement grâce à leur cheminement sur la patinoire et au niveau académique, mais aussi par leur engagement au sein de la communauté. Carmine Anthony a été d'ailleurs récompensé le 3 février au complexe sportif Belle de Brossard pour son excellence académique, lui qui a maintenu une excellente moyenne de 86 % à l'école Antoine de Saint-Exupéry. Et pour une deuxième année consécutive, il partage la besogne d'ailleurs avec un autre Cerbère, Alexis Chank, devant le filet du Roisseau Royal de la Ligue de hockey midget 3A. Et l'an dernier, son partenaire avait reçu cette bourse et cette saison, il a enregistré 3 blanchissages et maintenu d'ailleurs une moyenne d'efficacité très respectable de 908 avec le Rousseau Royal. Et le Rousseau Royal, d'ailleurs, a connu des hauts et des bas au cours de la saison en raison des blessures. Et Carmine Anthony croit que son équipe sortira encore plus forte après avoir fait face à cette adversité. Nous avons récemment terminé la rencontre avec 4 défenseurs et 3 lignes. C'est difficile de bien faire dans ce temps-là. Nous avons besoin de tous nos joueurs, insiste celui qui pense que le meilleur est à venir. Pour son équipe, bien sûr, on le souhaite pour lui et ses collègues. Et Carmine Anthony a été un choix de 5e ronde de l'Océanique de Rimouski à la dernière séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a la ferme intention de percer l'alignement de l'Océanique à l'automne prochain. Il a déjà d'ailleurs dépanné la formation junior en débutant une partie et venant en relève à 3 reprises. J'ai bien aimé jouer dans ce calibre. J'ai dû m'ajuster car c'est un autre monde, avoue-t-il. L'athlète d'Auteuil veut améliorer son jeu autour du filet. Il prendra les bouchées doubles au terme de la saison, toujours au niveau midget 3A. Il s'entraîna d'ailleurs sous la férule de Maxime Vaillancourt, qui est l'entraîneur des gardiens chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. Sa bourse lui permettra de parfaire son art en participant à des cliniques de gardien de but. Le Canadien a des installations incroyables, ça me donne encore plus le goût de jouer professionnel. C'est ce qu'il a tenu aussi à nous mentionner. Double séance de signature avec Roselyne Filion, double médaillée olympique des Jeux de Londres de 2012 et Rio 2016. Roselyne Filion était au Carrefour Laval sur donc l'entrée du Sport Expert le lundi 6 février entre 15h et 17h pour y rencontrer le public. Et du coup, elle a moussé la candidature de Laval en lice pour l'obtention de la 55e finale des Jeux du Québec à l'été 2020. Porte-parole de cette vaste campagne visant à recueillir la signature de 75 000 Lavallois en soutien à cette organisation. La jeune plongeuse nouvellement à la retraite en profitera d'ailleurs pour se prêter, elle en a profité pour se prêter à une séance de signature d'autographes. Il y a 20 ans cette année, Roselyne, alors âgée de 9 ans, participait à la finale des Jeux du Québec de Chaudière-Appalaches où elle défendait les couleurs de la région de Laval en plongeon. Ce grand rendez-vous multisport québécois représente un moment unique dans la vie des jeunes athlètes, voire une étape souvent déterminante auprès de ceux qui rêvent un jour de performer sur la scène internationale. Les Jeux accueillent plus de 3 500 athlètes provenant des 19 régions du Québec, ce qui en fait d'ailleurs le plus important rassemblement sportif québécois.
Pour la ville hôtesse, on parle de l'accueil de quelques 135 000 visiteurs et de retombées avoisinant les 12 millions de dollars. En plus de stimuler l'économie et le tourisme, l'obtention de l'organisation des Jeux du Québec 2020 constituerait pour Laval une excellente occasion de mettre en valeur nos infrastructures sportives. C'est ce que déclarait d'ailleurs le maire Marc Demers l'été dernier en évoquant la Place Belle pour la tenue des cérémonies d'ouverture et de fermeture, le futur complexe aquatique et la berge aux 4 vents pour les épreuves de natation en eau libre. En mai prochain, la Ville devra présenter à Sport Québec son montage financier, ce qui implique l'engagement de ses partenaires et commanditaires, alors qu'il se donne jusqu'au mois de septembre 2020 pour aller chercher l'appui de 75 000 citoyens lavallois. Et ceux-ci sont d'ailleurs invités à appuyer la candidature de Laval en signant la pétition en ligne au www.2020.laval.ca. L'UPA obtient gain de cause et maintient l'accès à ses terres devant la menace pressante des producteurs agricoles d'interdire l'accès aux sentiers de motoneige traversant leurs terres. Le gouvernement Couillard s'est finalement rendu aux arguments de l'UPA, acceptant de renoncer à la controversée réforme du programme de crédit de taxes foncières agricole, d'ailleurs instauré par l'ex-ministre Pierre Paradis, actuellement en congé de maladie. L'annonce a été faite le 3 février par le nouveau ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard. Le gouvernement du Québec prend une bonne décision, a réagi le président général de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot. Il attribue entre autres à la détermination de ses membres et la nomination récente de M. Lessard ce dénouement de situation et conclut à 3 jours du blocage annoncé. Cet accord a été accueilli avec grand soulagement par les motoneigistes, d'ailleurs de tout le Québec, et inclus ici évidemment sur le territoire lavallois. Et tout le monde est content, a indiqué samedi le président du club de motoneige Laval, Daniel Perrault. Il y a beaucoup de motoneige et on va continuer d'en profiter. Malgré l'incertitude des dernières semaines et le fait d'avoir été utilisé par l'UPA dans ses négociations avec le gouvernement, les motoneigistes lavallois sont demeurés solidaires aux agriculteurs qui, depuis toujours d'ailleurs, leur cèdent gracieusement un droit de passage sur leurs terres. On était confiant que ça se règle, a toutefois reconnu M. Perrault, conscient des conséquences économiques qu'aurait provoqué l'interdiction de passage sur les terres agricoles à la grandeur du Québec. D'ailleurs, on estime les retombées économiques pour les motoneiges auprès de 3,5 milliards de dollars annuellement pour tout le Québec. Le jeune Quentin accumule les victoires. Nathaël Quentin ne cesse d'impressionner en lutte olympique dans la catégorie juvénile chez les 63 kilos. L'athlète de 16 ans de Sainte-Dorothée, qui en est à sa 2e année comme lutteur, collectionne les podiums et surtout les premières places des compétitions tenues récemment en Ontario. Nathaël avoue que la médaille qui lui a fait le plus grand plaisir est celle qu'il a obtenue au tournoi Bishop Ryan en Ontario et elle n'était pas en or. Membre du Montreal Wrestling Club et du Collège Vanier, le jeune lutteur s'entraîne sous la férule de Martine Dugrenier, Victor Zilberman et de David Zilberman. Nathaël croit que son succès repose sur sa technique. Notre club a une excellente réputation dans le monde de la lutte. Ma technique est ma force, reconnaît celui qui souhaite plutôt améliorer l'aspect mental afin d'être encore plus redoutable dans l'arène. Le Lavallois aimerait aussi le terminer parmi les 3 meilleurs au championnat canadien qui se déroulera à Windsor en Ontario au mois d'avril. L'an dernier, il avait terminé d'ailleurs au 8e rang parmi les 33 concurrents dans la catégorie des moins de 63 kilos. Il veut aussi se qualifier pour la compétition nationale Canada Games qui aura lieu à Winnipeg en juillet. Rappelons que Nathaël Quentin avait surpris tout le monde en raflant son premier titre de champion provincial de lutte olympique en mars 2016. Il s'entraînait depuis à peine quelques mois dans ce nouveau sport. Alors, vous dire que c'est vraiment une étoile montante. Patin en folie au parc Prince-Rupert. On vous informe tous les jeudis depuis le 19 janvier jusqu'au 2 mars. Prenez vos patins et allez au patinage libre sur musique de fond. Portez un accessoire en lien d'ailleurs avec différentes thématiques. Et voici les thèmes et les dates auxquels vous pourrez d'ailleurs vous costumer. Le 16 février prochain, super-héros. Alors, quel super-héros êtes-vous? Le 23 février prochain, Glow in the Dark, le fluo qui sera à l'honneur. Les années 80, ça vous met déjà un petit peu dans l'ambiance. Le 2 mars, c'est bientôt la relâche, alors viens jouer dans la neige. On vous demande d'apporter votre tasse pour des boissons chaudes. Il y a des prêts de patins et de barres d'entraînement sur place. Activité présentée d'ailleurs dans le cadre de Dehors cet hiver par le relais familial d'Auteuil. Les patinoires extérieures sont ouvertes si la température le permet, évidemment. Alors, vous pouvez déjà, dans les prochaines semaines et à l'approche de la relâche aussi, planifier une sortie en patin en famille. Vraiment de très belles journées qui restent à faire pour profiter de ce sport hivernal. Mes salutations à tous nos auditeurs. La culture, c'est un élément important de notre vie et de la vie lavalloise. Et j'ai ici avec moi
un monsieur qui fait partie des activités culturelles. Régent Paquette, c'est un plaisir. Régent Paquette, c'est un petit gars, à un moment donné, de Laval. Quand je dis petit, c'est péjoratif. Régent Paquette, tu es né à Laval. Oui, je suis né à Laval en 1947. Et d'abord, je commence par vous remercier de me permettre de parler de mon petit patelin qui s'appelait Cap-Saint-Martin. Cap-Saint-Martin qui était fort connu pour la période de 1930 à 1980 à peu près, où il y avait un hôtel fort bien reconnu, l'Auberge des Deux Lanternes. Oui. Tu as reçu des gens assez célèbres quand même. Oui, des gens comme Fernandel, comme Antoine de Saint-Exupéry. Et puis, les gens gagnaient leur vie, ils n'étaient pas cultivateurs au Cap-Saint-Martin, Canton-Bélanger. Est-ce que... Cultivateurs, mais toi, ta famille, c'était des tailleurs de pierre. Des tailleurs de pierre. Mais les gens avaient l'impression que sur l'île Jésus, tout le monde était cultivateur, alors que ces deux petits hameaux, Cap-Saint-Martin et Canton-Bélanger, les gens gagnaient leur vie comme carriers, tailleurs de pierre et maçons. Alors, les gens de Laval, là, sachez que lorsqu'on parlait de Canton-Bélanger et Cap-Saint-Martin, c'était dans l'axe du boulevard boulevard des Laurentides, au sud de la voie ferrée, on dit maintenant l'autoroute 440. Oui. Et puis ça c'était, disons, de la voie ferrée jusqu'à la rue Richard aujourd'hui. Oui. Et de la rue Richard à la rue Guillan-Chetty, c'était Canton-Bélanger, qui arrivait à l'extrémité du boulevard Saint-Martin, parce que le boulevard Saint-Martin, dans ces années-là, arrêtait à des Laurentides. Ah oui. Alors, le docteur Denis Gauthier et Jean Ouimet venaient à l'école avec moi, et lorsqu'on leur demandait où ils demeuraient, ils me disaient Canton-Bélanger. Oui, simplement. tout à fait. Alors, c'était parti de Laval. Oui, c'était un autre petit hameau, ça, où il y avait peut-être une trentaine de maisons, 35 maisons. Au Cap-Saint-Martin, c'était peut-être une soixantaine de maisons. Et puis, c'était connu de, mon Dieu, de Saint-Jean-de-Mata à Oka, de Châteauguay à un peu des Basses-Laurentides. C'était vraiment c'est un point central où, quand on parlait du Cap-Saint-Martin, les gens savaient à peu près ce que ça veut dire. Ah oui, ils savaient ce que c'était. Il y avait les clubs de nuit aussi qui étaient populaires aussi. Oui, hein? Le cabaret chez Pat Saint-Louis. Il y avait aussi l'auberge du Canadien Pacifique à la station de chemin de fer. Aussi, à Canton-Bélanger, il y avait la Feuille d'érable. La Feuille d'érable. Oui, très, très connue, qui était la propriété de Mme Labelle. Et puis, les artistes venaient là, les artistes du temps. Et, mon Dieu, on pourrait en nommer plusieurs. On pourrait faire des émissions, de très belles émissions sur la Cap-Saint-Martin et Canton-Bélanger. Tout à fait. Il y avait une activité incroyable. Puis des choses intéressantes aussi. Oui, tout à fait. Le curé, l'importance des curés à l'époque. L'importance des curés. Le curé de Saint-Alzire disait que le diable est sous le Cap-Saint-Martin. Le diable était sous le Cap-Saint-Martin. Oui, il y a une légende par rapport à ça, je crois. Hein? Oui, tout à fait. Et puis, disons que la religion qui était omniprésente en ces années, chez nous, n'était pas tout à fait bienvenue. Non, c'était pas bien vu. Aussi, il y avait la station aussi qui était bien importante, la station de chemin de fer. La station de chemin de fer du Canadien Pacifique. Plusieurs pères de famille travaillaient pour le Canadien Pacifique. D'autres travaillaient dans les carrières et maçons et tailleurs de pierre, je me répète. Mais aussi, il y avait une compagnie qui est venue s'installer au Cap-Saint-Martin, la Scottstown Granite, pour bénéficier de l'expertise des gens du Cap-Saint-Martin et de Canton-Bélanger qui s'y connaissaient à travailler la pierre. Ben oui, mais c'était des hommes forts quand même, hein? Forts, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être fort parce que toute la force que vous pouviez déployer était nécessaire à ce moment-là pour déplacer et les blocs de pierre et tous les outillages qui venaient avec, là. Il y a le fameux Pat Saint-Louis qui est renommé pour les bonnes bagarres du Cap-Saint-Martin. Oui, mais c'était un athlète, vraiment un athlète qui faisait des courses de Pont-Vieux à Sainte-Rose et qui vraiment, c'était toute une famille de sportifs, ces gens-là. Et on avait l'équipe de hockey les Lions du Cap, on avait l'équipe de hockey de Scottstown. Et puis, l'été, c'était le baseball. Les gens étaient tout le temps occupés physiquement. Ah bon? Oui. Régent Paquette, tu es à l'origine d'une activité intéressante, très intéressante. Tu as réussi à réunir des gens, des sages, à un moment donné. Oui, on peut dire des sages, effectivement, qui s'appellent les jaseurs boréales. Les jaseurs boréales. Bon. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de jaser et d'échanger ensemble. D'accord. Et puis ça, c'est un ami qui est notre patriarche, monsieur, qui est notre le moins jeune de notre groupe, monsieur Prévost, qui me disait qu'il aimerait bien, qu'il était content et heureux d'avancer en âge
et en santé, mais que ses familles et ses amis disparaissaient. Alors moi, pour donner un petit coup d'épaule, pour sa famille, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais j'ai dit, pour ce qui est de ses amis, on va en trouver des amis. Et maintenant, on est rendu 14. On a des gens de différents horizons, de différents parcours, mais qui ont connu la même époque. C'est-à-dire l'époque de Duplessis, l'époque où la religion était omniprésente. L'événement de... Le Parti québécois et toutes ces choses-là. Là. Alors, chacun se rencontre, on se rencontre une fois par mois, chacun se rencontre et parle de la même époque, mais de sa vision à lui. Ah oui. Et ça fait de très belles discussions. Il y a un flot de beaucoup d'expériences là-dedans. Effectivement, oui. Lorsque les gens se racontent ça, tout ce qu'ils ont passé comme expérience, ça va être pas mal fantastique quand même. Oui, puis il y en a de tous les domaines. Il y en a qui étaient dans le domaine bancaire, il y en a qui étaient dans le droit, il y en a qui étaient... Entre autres, on avait un monsieur là, qui était plongeur. Oui, il faisait de la plongée sous-marine. J'ai déjà eu une interview avec M. Brisebois. M. Brisebois, oui. Chacun a un parcours de vie fort intéressant et le partage avec les autres. On a même un qui a fait un dictionnaire. Oui, M. Grenier. M. Grenier a fait un dictionnaire. Un autre qui était avocat. M. Clément, Charles Clément. Ouais. Un autre qui était mêlé à l'armée, quand même beaucoup à l'armée. Oui, M. Pierre Lemieux. Pierre Lemieux. Puis on a un aussi qui était... dont on soulignait le bénévolat, 60 ans de bénévolat, M. Rénal Cloutier. Rénal Cloutier, quand même. Oui, quand même. 60 ans de bénévolat, c'est pas peu, ça. Alors, ce sont des entrevues, des entrevues intéressantes quand même qu'il faudrait filmer, quand même qu'il faudrait tirer un film de ça. Ah, ça serait peut-être une bonne idée. Ah, ça serait pas mal fantastique. Oui, tout à fait. Alors, là, vous êtes à 14. Est-ce que vous invitez d'autres membres à participer à cette activité? Je pense qu'on ne va pas trop augmenter le groupe parce que ça deviendrait peut-être une cacophonie à ce moment-là. Là, on s'entend bien, on se comprend bien, on se reconnaît et on s'apprécie. Alors, on va se limiter à peu près à ça, 15-16 personnes. Et puis les gens, je suppose que lorsqu'ils se rencontrent, ils ont toujours des faits nouveaux à rapporter, quand même des faits intéressants. Hein? Oui, parce que sur le parcours de 80 ans de vie, vous ne pouvez pas tout, même si on se rencontre une fois par mois, on ne peut pas tout rencontrer ça dans 2 heures ou quelques heures, là. Mais souvent, la mémoire aussi nous rappelle des choses vraiment intéressantes. Oui, souvent, on commence une conversation et d'autres choses qui viennent en arrière. On élargit là-dessus. Ouais. Régent Paquette, tu as une vie fantastique quand même, des expériences de vie extraordinaires au niveau de l'histoire de Laval. Tout ça, tu participes, tu es impliqué. Alors, on est bien content de t'avoir parmi nous autres. J'espère qu'on va continuer à pouvoir parler des jaseurs boréales. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, on te souhaite merci beaucoup d'avoir participé. Bien, tout le plaisir est pour moi, mon ami. Plaisir. À la prochaine. Merci d'avoir été là. C'est toujours un énorme plaisir de vous lire. D'ailleurs, critiques constructives sur le tvrl.ca pour vos commentaires. Et puis, ce même lieu que je vous invite d'ailleurs pour vous enquérir de tous les détails pour le Bingo TV Laval, présenté tous les dimanches matins, 9h30. 3 500 $ à gagner. 2 000 $ pour votre carte pleine. Vous pouvez avoir aussi la liste des dépositaires pour vous procurer des cartes. On vous souhaite donc, évidemment, une très belle fête aussi de l'amour cette semaine, donc mardi prochain, le 14 février. Et puis pour vous dire que je suis un vrai lover dans l'âme, un petit cœur que je vous envoie comme ça, puis plein de cœur. Je vous dis à très bientôt. Salut!